Sympa. T'as dit quoi? Non, ok. J'aime bien ce que tu fais, Igor. Non, je veux dire, genre, tu vois, quand tu commences à filmer, puis après tu passes... Ah, j'adore. Bienvenue. Merci. Salomé. Merci. Bienvenue dans À ceux qui osent. C'est un plaisir de t'accueillir dans mon petit salon. Bah, je suis trop contente d'être là. On m'a parlé de toi en bien. Bah ouais. On t'est venu de par une amie qui est passée aussi sur le petit divan. Ouais. Et je me suis dit, putain, c'est trop cool. On a l'occasion de pouvoir être plugué avec une grande comédienne de notre génération. J'ai du mal avec déjà, je le dis direct, avec les compliments, les trucs. C'est vrai? Ouais, grave. Tu vas être gêné aujourd'hui. Hein. Ah ouais, c'est vrai? Ah ouais. Ok, vas-y, je me blinde. Vas-y, je suis prête. Si tu veux, je commence toujours l'émission avec une petite présentation de l'invité. Comme ça, tu dois pas te présenter toi-même et déballer ton CV, tu vois, ça craint, okay. C'est chiant. Là, t'as une personne qui le fait pour toi. Tu ok, et je te reprends s'il y a des petits détails qui sont pas... Évidemment. Ok, trop bien. Vois. Parfait. Alors, es-tu prête? Ouais. Tu te blindes. Hein. Je me blinde. Vous l'avez peut-être croisée au milieu de la capitale belge. L'actrice est bruxelloise et a grandi à Jette. C'est sans doute dans Illusion perdue de Xavier Giannoli. Giannoli. Ouais. Que vous l'avez aperçu, rôle pour lequel elle a été nominée meilleur espoir féminin 2022 au Magritte et au César. Rien que ça. Elle dénote par sa voix doucereuse et ses yeux perçants. Son jeu est tantôt bouleversant, tantôt attendrissant, et ne laisse certainement pas indifférent. À ce stade, je m'étonne même que mon amour du cinéma ne m'ait pas permis de la découvrir plus tôt. Mesdames et messieurs, voici Salomé de Wals. On peut t'applaudir. T'as bossé, hein? T'as bossé. Bien. Est-ce qu'il y a un truc que tu voudrais rectifier dans cette intro? Non, je crois que c'est plutôt correct, hein. Ouais, je suis une personne incroyable, ouais. Avec Mara, du coup, avec ma meilleure pote, on a un truc, on se dit souvent que on a du mal à se dire que... Ouais. Mais qu'on fait les choses bien, etc. Et il y a un exemple de Zendaya qu'on aime beaucoup, qui, elle, quand elle est sur une couverture de magazine, elle se dit, mais en fait, je suis bien, quoi. Je suis fière de ce que je fais. Et du coup, des fois, quand on a des moments de down, on se dit, ok, Zendaya, pense Zendaya. Pense Zendaya. Ouais. Et quoi, elle fait comment? Elle dit rien? Enfin, juste, elle assume, quoi. Elle assume, juste, elle a bossé pour arriver là où elle en est. Et on a du mal, des fois, à dire qu'on est fier de ce qu'on a fait, tu vois. Donc, on dit, vas-y, pense Zendaya. C'est trop bien. Ouais. C'est vrai qu'elle est un peu... Elle est un peu dingue, cette... Je l'adore. Elle est trop forte. J'ai pas encore vu sa série qui est dans ma to-do. Euphoria. J'ai pas encore vu non plus, mais ça a l'air... Ça a l'air une dinguerie. Incroyable. Mais tu sais quoi, j'ai un peu peur du flow émotionnel qui est attaché à cette série. Ouais, je pense que je suis un peu sensible. Il faut être dans un bon mood, je crois, parce que si t'es déjà pas solide pour de base, sur le moment, je crois que tu peux aller loin, quoi, dans tes émotions. Tu peux un peu t'effondrer. Ouais, moi je suis comme ça aussi, genre quand il y a un super film et je sais qu'il est intense émotionnellement, et que je vais pas hyper bien, je le regarde pas tout de suite, quoi. Ouais. Je comprends de ouf. Et c'est pour ça que je regarde tout le temps la même chose. J'ai du mal à regarder des trucs différents, des nouvelles histoires. Donc je regarde Friends toute l'année, quoi. Tu sais que genre t'as dit ça, je me suis dit c'est d'office Friends. Ah mais c'est sûr. Genre d'office une sitcom. Je pouvais. Ouais. Mais il y en a plein, il y a Brooklyn Nine-Nine. J'allais dire le deuxième, alors... Ouais, je regarde que des trucs comme ça, parce que je connais les voix, parce que je connais les histoires, parce que... Est-ce que tu les regardes en anglais ou en français? Ça dépend. Je les regarde en anglais la journée, mais par contre en français pour m'endormir. Ok, voilà. Ah tiens, c'est curieux. Ouais. Ok. Donc je m'endors avec Ross, Rachel tous les soirs. Ouais. Et tu t'aimes bien leur voix en français? Ouais, franchement j'aime bien leur voix en français, mais c'est vraiment ce truc de pouvoir me laisser aller et de pas devoir te concentrer. Ouais, me concentrer. Après je comprends bien l'anglais, etc. Mais le français ça reste ma langue maternelle et du coup je peux vraiment me laisser porter par leur voix.
Et j'adore ça. Et attends, et t'as l'impression que genre t'as besoin de... Tu vois, c'est un peu particulier, mais je pense que sur ce sens, je suis un peu comme toi, tu vois. Le côté, tu retrouves... C'est quand on regarde des sitcoms et tout, c'est un peu... Quand j'étudiais, je faisais souvent ça, tu vois. Je regardais, je me binge-watchais Friends ou Brooklyn Nine-Nine, justement. Et t'as l'impression à la fin, quand t'arrives à la fin de la série, que tu perds tes potes, quoi, tu vois. Mais du coup, je recommence. Non, mais je te jure, c'est vrai. Ah, bah du coup, tu m'arrêtes pas, en fait. Non, la technique, c'est jamais ça. Ça fait 5 ans que quand j'ai fini, je recommence, tu vois. Ouais. J'arrive pas à lâcher le truc. Et alors, du coup, quand j'en ai un peu marre, parce que voilà, je commence à bien connaître les épisodes, j'ai envie d'un peu les oublier. Du coup, je passe à Brooklyn, et puis après, je reviens à Friends. Après, je regarde The Good Place. Enfin, je regarde, tu vois, genre... On raconte, et je te pose même pas de vraies questions. C'est très bien, tu m'as dit que c'était une discussion. Tu m'as dit que c'était une discussion. Mais quand même, un peu, moi, je vais faire mon travail. Un peu. Ok. Non, mais j'ai lu que t'avais commencé le théâtre très tôt, en voyant tes sœurs jouer au théâtre, et que ça t'a donné envie. Tu t'es dit, oh, je veux faire ça. Ouais, bah, j'ai commencé à 8 ans, et avant, j'étais à la danse classique. C'était au Centre culturel de Jette, donc t'avais plein d'activités. Il y avait danse contemporaine, dessin, danse classique, théâtre. Et moi, on m'avait foutu à la danse classique, et c'est pas que j'aimais pas, mais ça m'animait pas. Et j'ai le souvenir de voir ma sœur Chloé jouer le Petit Diable, et de la voir comme ça sur scène, transpirer, courir dans tous les sens. Je me suis dit, mais attends, moi aussi, le mercredi après-midi, je veux faire ça, tu vois. Et puis j'ai commencé comme ça. Ouais, de mes 8 à 14 ans, j'ai fait ça. Et t'as fait ça c'est ça, totalement en amateur. Ouais, vraiment en amateur. Et ouais. C'était du jeu, quoi. C'était avant tout s'amuser et jouer. Et ça m'est resté, quoi. Parce que du coup, tu m'expliquais en off que du coup, t'avais fait l'académie avec une très bonne copine. Et... Coucou bébé. Le sang. Devinez qui c'est. Wink wink. Du coup, ouais, t'as fait ça, et pourtant, à la fin des années d'études de théâtre, tu t'es dit, ok, je vais clairement pas 19, je vais pas faire encore des études pour étudier le cinéma et apprendre à jouer. J'ai envie de directement travailler, quoi. Ouais, ben il y avait plusieurs facteurs qui ont fait que j'avais pas envie de faire d'études, mais c'est clair que j'avais pas envie de faire des études de théâtre ou de cinéma parce que à l'académie, même si j'ai aimé, comme je te disais, la rigueur, le fait de devoir travailler, tout ça, c'est des notions que j'avais pas forcément et que j'ai acquises à ce moment-là, mais je perdais le côté ludique. Et tu vois, c'est ce que je te disais quand j'ai commencé là à mes 8 ans. Ce que j'aime, ce que j'ai tout de suite aimé, c'est de jouer et partager. Et là, je me retrouvais à être notée sur ce que je donnais. Et du coup, je jouais plus pour les bonnes raisons. Je jouais pour avoir des bons points et pour pouvoir avoir mon diplôme après. Et ça m'a un petit peu dégoûtée. Et puis quand j'ai eu mon CESS, j'étais déjà partie de chez mes parents. Et je pouvais pas tout faire, en fait. Je pouvais pas faire des études, travailler et en même temps avoir un taf alimentaire et en même temps tourner, quoi. Moi, j'avais envie de tourner, j'avais déjà commencé à tourner, je voulais tourner et du coup, je me suis dit, en fait, je vais pas faire d'études, je vais travailler et je vais tout faire pour essayer de tourner, et puis voilà. Un grand max, quoi. Et donc, t'avais en même temps le job alimentaire pour payer ton loyer. Ouais, exact. et tourner. Et puis dès que je pouvais passer des castings, je passais des castings. Et puis c'est bizarre parce que je suis pas quelqu'un qui ait énormément confiance en moi, mais en même temps, j'avais confiance en mon avenir, quoi. Je savais que j'allais finir par jouer. Ah ouais? Ouais. J'ai besoin de certitude et là, je me suis dit, ok, c'est une certitude. Je vais faire ça de ma vie. T'étais directement en jouant. C'était quoi la certitude, tu vois? Est-ce que c'était plutôt la conviction que, oh waouh, ça sonne tellement juste, je ne peux que faire que ça pour jouer, ou genre, j'ai trop de talent, t'inquiète. C'était ce truc de je me sentais à ma place. Sur un plateau, c'était le seul endroit où je me sentais à ma place, tu vois. Parce que j'ai fait plein de petits boulots et tout ça, et j'ai toujours aimé travailler, mais vraiment sur un plateau, je sais pas t'expliquer. Et encore maintenant, quand je tourne pas pendant longtemps et que je me retrouve sur un plateau, je me sens tellement bien, en fait, tu vois. Genre, je sais que j'ai trouvé mon truc.
Et tu penses que c'est quoi? C'est une question difficile, hein, mais qu'est-ce qui fait que sur un plateau, parce que, tu vois, je veux pas dire, j'ai pas assez fait de plateau moi-même pour pouvoir m'imprégner de ce que ça pourrait être, mais ça reste quand même un environnement où tout le monde bosse. Enfin, t'as toute l'équipe de production, dépendamment des plateaux, t'as toute l'équipe, les acteurs, actrices et la réalisation. Enfin, tu vois, ça peut être aussi mais c'est le sentiment de faire partie de quelque chose, tu vois. J'ai l'impression que c'est propre à l'humain d'aimer de faire partie d'un groupe. Tu vois ce que je veux dire? Quand j'étais petite, j'adorais aller au scout. Parce que je sentais qu'on faisait partie d'une même troupe, d'un même truc, et qu'on allait tous ensemble dans la même direction. Et sur un plateau, c'est la même chose. On est tous sur la même barque et on y va ensemble. Donc déjà, ce truc d'appartenir à quelque chose, de croire tous ensemble en un projet et de tous travailler pour le faire. Enfin, tu vois. Le côté... donc tu dirais que c'est un peu le côté... je dirais pas famille, mais équipe. On a côté famille, côté famille. Et puis peut-être aussi, c'est curieux, mais c'est un peu spécial, mais tu vois, sur un plateau, en fait, tout le monde travaille normalement dans une direction commune, quoi. Et c'est plein, tu vois, c'est une fourmilière, quoi. Exactement. Et tout le monde travaille pour faire en sorte d'aboutir à... On a un objectif et il est tous comme un. Et en plus, en tant que comédien, il y a ce truc où t'es quand même vachement préservé, chouchouté. Et moi, je sais que c'est quelque chose qui me fait du bien, tu vois, de sentir qu'on prend soin de moi, que, tu vois, c'est vraiment on est vraiment dans l'ambiance, on met un petit plaid de petite tasse de thé, tu vois. Lumière tamisée ou pas? Ouais, lumière tamisée. Non, mais tu vois ce que je veux dire, ce truc de on prend soin de moi pour que je puisse essayer de donner le meilleur de ce que j'ai à donner, tu vois. Tu le vis comment, les castings, tu vois, en amont, avant? Ça dépend. Ouais. Au tout début, quand j'ai commencé à passer des castings, c'était source de stress. Parce que t'arrives et que tu sais que tu fais partie d'un grand nombre. Enfin, t'es un numéro, quoi. Moi, j'ai mes premiers castings, je me rappelle, j'avais une pancarte, mon numéro de téléphone belge, parfois ma taille, et de devoir faire des profils et des trucs. C'était rude parce que mais les castings à Paris, tu payes ton aller-retour et t'as 15 minutes pour montrer ce que t'as, tu vois. Et c'est dur, je trouve. C'était hyper dur. Donc au début, je le vivais pas très bien. Et au final, c'est comme ça que ça m'a formée. Et maintenant, c'est des exercices qui me stressent encore, qui me donnent la boule au ventre, la nausée parfois. Mais j'arrive à prendre du plaisir maintenant. J'arrive à voir ça comme du travail aussi. Avant, c'était OK, je passe les castings et peut-être j'ai le travail. Pour moi, maintenant, un casting, ça fait partie du travail aussi. Et puis, je sens qu'il y a, ces dernières années, il y a un truc qui a un peu changé dans les castings, tu vois. C'est que j'arrive et que j'ai un peu plus de crédibilité, tu vois. Le film de Giannoli, il m'a ouvert des portes où on me considère, tu vois. Là où avant, on me considérait pas forcément. Là, on me dit, OK, elle a fait ça, donc j'ai envie de la voir. Donc, en fait, je la regarde dans les yeux. Tu vois? Ouais, je vois. Ouais. T'es pas un numéro... Ouais. Après, des fois encore, je suis encore un numéro, mais ça me va aussi, tu vois. Mais je sens que... Après, est-ce que c'est parce que moi, j'ai pris plus de confiance aussi? Je sais pas. Peut-être un mix des deux, finalement. Un petit peu un mix des deux. Mais je peux comprendre un peu le côté... tu vois, j'imagine qu'un casting, c'est se mettre à nu énormément et puis essayer de se fitter à la vision de la personne que t'as, mais tu sais pas que t'as devant toi, mais sans savoir exactement. Ouais, parce que t'as conscience quand tu vas à un casting que la personne derrière, le réa, la réa, peu importe, ils ont passé des années à écrire quelque chose et que forcément ils ont une idée en tête, tu vois. Et j'ai mis longtemps à comprendre que des fois, si j'étais pas choisie, c'est pas parce que j'ai passé un mauvais rendez-vous, c'est juste parce que dans l'imaginaire de la personne, mon énergie, c'était pas ça, tu vois. Et ça, maintenant, je l'accepte. C'est dur, hein. Quand je me mange des noms, des fois, je le prends personnellement et je me compare beaucoup, tu vois. Mais je le vis mieux qu'avant. Dans le métier, tu dis que tu te compares, mais j'ai envie de te poser la question plus macro, mais en mode genre, est-ce que c'est dur justement tu vois, quand tu te compares un petit peu à ce qu'il y a à côté de toi, au chemin que t'as parcouru, à d'autres qui
sont accessoirement ou visiblement, enfin je sais pas comment le dire, mais qui donnent l'impression d'être plus en avant. Comment tu gères un peu tout ça et comment tu... Des fois c'est dur. Des fois c'est vraiment dur parce que du coup je ramène ça à moi et je me dis mais moi aussi je peux faire ça, moi aussi pourquoi, et en même temps avec le temps j'accepte que je sais pas en fait, tu vois, c'est vraiment indépendant de ma volonté et accepter que ma vie c'est dépendre du désir de quelqu'un, maintenant je l'accepte, tu vois. Il faut que quelqu'un me désire pour que je puisse travailler, et des fois on me désire pas et c'est ok. C'est presque un travail spirituel, ouais. Et, tu vois, mais je veux dire, et au plus on avance, j'imagine, en expérience de tout, quoi, de plateau, de tournage, de vie, casting, de vie, et bien ça impacte un peu qui tu es, et tu vois, la manière dont tu vis un casting aujourd'hui, c'est totalement pas la même chose que il y a 5 ans, et c'est parce que voilà, t'as mûri, et c'est cool. Ouais, à fond. Non, mais quand je regarde mes premiers castings avant, il y avait ce truc de... J'arrivais, mais comme une bombe prête à exploser, quoi. C'était... Ok, je donne tout. Et là, maintenant, j'arrive à prendre plus de plaisir et à faire une vraie rencontre. Et pas toujours, hein. Des fois, je me fais bouffer par le stress et que t'arrives et t'as très envie de faire le projet, tu vois. Et ça, c'est dur parce que j'ai l'impression que c'est difficile à dire que t'as vraiment envie de faire le projet. J'ai cette impression que dans le cinéma, on aime cette idée un peu de mystère, moi je suis arrivée par hasard, on m'a vu, et la notion de travail et de bosser, des fois j'ai l'impression que elle est pas très sexy. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Voilà. Alors que moi, en vrai, je peux le dire, tu vois, j'ai bossé pour... quoi, merde, quoi. J'ai bossé et je vais encore bosser, mais... Je suis pas là par hasard, quoi. Je l'ai cherché, tu vois. Tu penses pas que c'est un peu... Ok, c'est cliché de dire ça. Plongeons un petit peu dans les clichés. Mais c'est cliché, mais ok, mais genre... Je trouve que autre part dans le monde, un peu aux States, dans la culture qui n'est pas francophone, du moins, j'ai l'impression que s'il y a moins ce côté, justement, tout est venu naturellement... On t'a chopé, on t'a trouvé la culture du hustle de exactement, mais j'avais cette conversation-là, j'avais passé des essais là, à Paris, je me suis retrouvée avec un directeur de casting, le réalisateur, la prod, et je me suis lancée dans un truc et je me suis dit merde, mais ferme-la, où je disais que j'avais l'impression que dans le cinéma francophone, il y a quelque chose de... je me trompe peut-être, hein, mais c'est mon avis, on a très envie d'être proche de la réalité. Et du coup, on a peur d'aller dans des transformations physiques, dans le travail palpable, tu vois. Ouais. Parce que on a peur que ce soit cheapito, quoi, cheap. Et je trouve ça dommage parce que quand je vois des films américains ou des films anglais ou même néerlandophones, je sens qu'il y a des vraies propositions, quoi. On ose plus avoir des rôles de composition. Et là, maintenant, c'est ce que j'essaye à ma petite échelle, de quand j'aborde un projet, j'essaye de me dire, mais vas-y, comment t'as, toi, envie de l'aborder, tu vois. Ouais. Mais je sens que c'est quelque chose qui doit venir de moi parce que ça viendra pas pour le moment, en tout cas, ça vient pas de l'extérieur. On m'a jamais dit, tiens, j'ai envie que tu prennes autant de kilos ou tu perdes autant ou que tu te rases la tête. Je sais que c'est moi qui dois venir avec ces trucs-là. Ouais. Je fais ma popote de mon côté. Comme si on voulait fitter. Je pense qu'il y a une question importante qui est peut-être que dans le cinéma actuel francophone, on essaie de fitter l'acteur, l'actrice en fonction de l'idée, du réel, et pas forcément dire, ok, il y a quelqu'un qui peut l'incarner, mais on va essayer de... Tu vois, genre... Mais je pense que... Peut-être que je me trompe. Je pense que quand t'es très connu, on prend le pari sur toi. Ouais. Mais malheureusement, quand t'es pas assez connu, en fait, on va pas prendre ce risque-là, tu vois, je crois. Mais j'aimerais qu'on puisse dire qu'on puisse prendre plus de risques. Mais après, je comprends, il y a d'autres enjeux que je vois pas forcément, tu vois. L'enjeu de l'argent, on va pas se mentir, le cinéma, c'est ça, tu vois. On va pas prendre le risque de perdre des sommes astronomiques pour une actrice qui dit en fait j'ai peut-être envie de... Non, enfin, tu vois. Qui fait un peu la go. Ouais, non mais j'ai envie d'être...
Tu vois, le cliché dont on rigole de Marion Cotillard qui incarne les rôles, etc. Ça marche parce que c'est Marion Cotillard. Mais si on se met tout à faire ça, on va se dire, mais le monde part... Enfin, tu vois. Mais moi, j'aimerais bien, pas pour tout, mais j'aimerais bien pouvoir... Parce que de nouveau, j'en viens à ce truc de jeu. Parce que c'est amusant, c'est rigolo, c'est excitant de se dire, en fait, je vais me transformer. Tu vois. Est-ce que tu as l'impression que... Dans le cinéma, dans les rôles que tu dois faire, on te fige un peu dans une boîte de genre un type de personnage où tu arrives à t'en extraire un peu dans la manière dont tu abordes les projets ou... Ouais, honnêtement, je sais pas. J'ai l'impression que oui, parce que... mais je sais pas si c'est moi qui me bride ou pas, tu vois. Ouais. Mais j'ai l'impression que c'est difficile de sortir d'une image, tu vois, d'un truc. C'est plus difficile j'ai l'impression souvent qu'il y a des acteurs de comédie, par exemple, c'est dur pour eux de passer en drame tout en étant crédibles, alors qu'ils sont tout à fait capables, mais j'ai l'impression qu'au-dessus, on dit, bah non, ça va pas être crédible, tu vois. Donc, mais je me sens pas encore trop coincée. Après, j'ai pas encore... tu vois, si on refait ça dans 10 ans, peut-être que je te dirais, ouais, là, je me sens vraiment coincée. Mais là, j'ai tellement de choses à faire encore que j'arrive pas à savoir si je me sens coincée ou pas. Mais en tout cas, je sais que j'ai une zone de confort, que quand je joue, j'ai une zone de confort et j'aimerais pouvoir m'en détacher, tu vois. C'est quoi ta zone de confort ? Je sais pas, moi j'ai pas de méthode de travail, tu vois. Je vais avec ce que je ressens et je vais toujours à l'instinct quand je joue. Et ce qui fait que ça me ressemble beaucoup. Mais du coup, je reste fort dans un truc alors que je pourrais ouvrir, tu vois. Mais j'ose pas forcément essayer un truc. Peut-être par peur du ridicule, peur d'être à côté de la plaque ou... et parce que je sais qu'on m'a choisi aussi pour ce truc que j'ai amené, tu vois, que je maîtrise. C'est quoi pour toi, Salomé, qu'est-ce qui fait un bon comédien d'un bon comédien, en fait? Qu'est-ce qui... Il y a une phrase qui dit qu'il y a rien de pire qu'un acteur concentré. Parce qu'il est con et il est centré. Je te jure. Okay. Du coup, pour moi, il y a un acteur, il doit être ouvert, tu vois. Pour moi, un bon acteur, c'est quelqu'un qui est dans le partage, tu vois. J'ai déjà joué avec des gens que tu sens qu'ils jouent pour eux, avec eux. Et du coup, c'est pas agréable parce que tu joues pas, quoi. Et j'en reviens à cette notion de jeu. Je trouve que c'est important quand tu joues tu peux aller tellement plus loin quand t'es avec l'autre. Tu vois. Donc moi, je dirais qu'un bon acteur, c'est quelqu'un qui partage. Donc quelqu'un... C'est cute. C'est cute, oh là là. Non, mais je veux dire dans le sens où... finalement, c'est l'idée comme quoi on travaille pas seul, quoi. Ouais. Même dans ce métier. Bah, tu fais ta popote de ton côté, mais à un moment donné, il faut te dire que tu joues avec les autres. C'est ça. Mais pas qu'avec les autres comédiens. C'est-à-dire que tu dois avoir conscience de la lumière, tu dois avoir conscience du décor, tu dois avoir de l'équipe qui est derrière. Et c'est vraiment ce truc en fait, on travaille ensemble. Ouais. Tu peux pas juste arriver sur un plateau et jouer tout seul et... Enfin, peut-être qu'il y en a qui le font, mais moi, je vois pas l'intérêt. C'est pas comme ça que je m'épanouis dans le cinéma, quoi. Ouais, c'est une question d'échange et de partage. De nouveau de collectif, quoi, tu vois. De collectif, ouais. Bah, c'est un peu logique dans le sens où, tu vois, même sur un projet d'un film et je veux dire, avec même d'un projet où le personnage principal aurait beaucoup de sens et beaucoup d'importance dans le scénar, ça reste jamais un travail solo, quoi. Non, mais moi j'en ai déjà vu certains qui arrivent et en fait ils arrivent, ils viennent travailler et c'est comme ça et c'est les autres qui doivent se mettre au service de cet acteur, cette actrice et c'est comme ça, tu vois. T'es intimidé parfois, tu as Illusion perdue, c'était genre quand même pas mal de gros noms, Cécile de France, Gérard Depardieu, tout ça. Ça fait quoi d'être avec autant de grands noms et Est-ce que... Mais quand j'ai passé les essais, je savais pas qui allait jouer dedans. C'est qu'une fois que je l'ai eu, on m'a appelé pour me donner des dates, enfin bref, des trucs, et j'ai dit, au niveau du casting... Donc, du coup, ce serait... Et là, on m'a balancé la liste et j'en revenais pas, quoi.
je me disais, mais qu'est-ce que je fous là? Vous êtes trompé. S'il vous plaît. Mais je me suis vraiment dit, qu'est-ce que je fous là, quoi. Et après, une fois que je suis arrivée, premier jour, j'ai senti que j'avais ma place. Xavier m'a tellement aimée que, en fait, il m'a donné confiance directement et que je savais pourquoi j'étais là. Donc, oui, en fait, quand je jouais avec Cécile, je me disais, waouh, c'est Cécile de France face à moi. Et en même temps, on était toutes là toutes les deux là pour bosser et on bossait ensemble. Et du coup, j'ai pas été... Tu veux dire que finalement, dans le travail... J'étais pas impressionnée par leur nom, par leur notoriété, etc. Mais par contre, j'ai pu être impressionnée par leur jeu, par leur précision, par leur technique, par ce qu'ils représentent. Mais je me suis sentie tellement à ma place que je me suis pas tant posé de questions, quoi. Et... ouais, j'ai jamais trop... Il y a une personne, je crois que si je la rencontre, je bégaye, c'est Yolande Moreau. Cette comédienne-là, comédienne, réalisatrice, artiste-là, je l'aime tellement que je crois qu'elle, si je la rencontre, je bégaye. Tu commences à freeze. Ouais. Bonsoir. Bonjour. Je vous aime, pardon. Pardon, Et donc, moi, c'est Salomé. Non, j'oserais même pas, je te jure. Vous voulez du thé? D'accord. Et toi, il y a quelqu'un comme ça qui te serait impressionné? Ouh, bonne question. Vas-y, qui tu bégayes, vas-y. Je pense que je bégaye pour beaucoup de gens. Je pense que je bégaye pour... en acteur, comédien... Mais pas que acteur, pas que... Je pense que je bégaye pour Alicia Keys. Ok. Ouais, c'est un peu je spécial. Comprends, monument. Mais il y a une histoire derrière ou... Ouais, j'espère que ma partenaire va pas voir ce passage parce qu'elle serait là, moi, genre... Encore elle. Non, mais... Ouais, j'ai une vraie zine, mais depuis petit, quoi. J'étais un peu fasciné, mais j'ai toujours eu le côté, genre, tu vois, des gens qui sont très impressionnants. Et que tu vois et tu t'attaches à l'image, tu peux regarder des choses en boucle. Et il y avait un concert, je devais avoir 14 ans et je regardais, je te fais, mais maman, regarde, c'est fou quand même ce qu'elle est capable de faire. C'est dingue. Et je pense que c'est, en grandissant, je me rends compte que c'est un peu ça. J'ai toujours été fasciné par les gens sur scène qui sont capables de pouvoir offrir à leurs spectateurs, spectatrices, un moment de l'instant, tu vois, et te faire oublier que tout ça c'est un apparat, tu vois, tu vois, et que ça soit scénique dans le théâtre, dans le ciné ou dans la musique, tu vois, ils te font oublier le temps et puis ils te font vraiment échanger et connecter. Et en fait, sur je pense que c'est un concert live qu'elle avait fait en Angleterre, etc. Elle avait juste eu un moment, tu vois, où vraiment elle était là en mode genre, et vous allez bien, sinon moi ça va la vie, sauf que t'as un public de genre 100 000 personnes et elle arrive à t'avoir un tête-à-tête avec chaque personne. Tu te sens même à travers l'écran, et enfin moi je regardais ce truc et je me disais, mais moi je me sens genre regardé. J'adore. Je pense Denzel aussi, ok. Washington, je pense qu'en termes Will Smith aussi. Ok. Ouais, il y a quelques personnes où je me dis vraiment, je frise un peu. Ouais, je comprends. Mais ça m'intéresserait beaucoup plus de genre avoir genre juste manger un resto, tu vois. Ouais. Avec ces personnes et je serais là en mode genre sans caméra, sans rien, sans photo, ni rien après. Juste j'ai eu le temps justement d'avoir un vrai moment d'échange et de faire ça va ou quoi? Mais j'ai envie de te reposer une question un peu dans ce même ordre d'idée, mais pas vraiment, mais c'est quoi tu parlais de tout ce que t'avais fait dans le ciné, enfin, notamment le tournage d'Illusions perdues, mais qu'est-ce qui te rend, toi, aujourd'hui, mais hyper fier? Dans le cinéma ou pas du tout? En vrai, ce qui me rend fière, c'est d'être honnête avec moi-même. Je t'ai dit là, juste avant de commencer, que j'ai commencé une thérapie. Ouais. Et du coup, j'ai vraiment fait tomber un peu vraiment toutes mes carapaces, j'ai compris, j'essaie de comprendre tous les mécanismes que j'ai qui font
que je sais pas si c'est très clair, mais qui font qui je suis aujourd'hui, et j'ai une vraie, je me vois vraiment. Je sais pas si c'est clair. Et du coup, je me sens vulnérable mais honnête, et c'est très agréable. Donc je suis assez fière de ça. Je suis assez fière du chemin que je prends, tu vois. De me dire que quand je veux quelque chose, je me donne à fond pour y arriver. Je crois que je peux être fière de moi, de comment j'aborde les choses, tu vois. Ouais. Avec honnêteté. Dans le sens où tu vois que t'en parlais un petit peu tantôt, tu disais que t'étais... Enfin merde quoi, j'ai travaillé pour être là et je me donne à fond et je me donnerai encore à fond. Ouais. Je suis quelqu'un de rigoureuse et de disciplinée dans mon art, dans mon travail. J'adore le jeu, la simplicité. Et là, t'ajoutes que le côté... tu vois, tu dis, mais j'apprends à gérer et à me rencontrer et à faire preuve d'honnêteté avec moi-même. Ouais. C'est quoi qui t'a poussé à faire cette thérapie? Sans entrer forcément dans les détails, mais... Non, mais je peux... Je suis devenue maman, là, il y a 9 mois. J'ai une petite fille. Et la maternité, ça m'a complètement chamboulée. C'est-à-dire que je trouve que tu te retrouves face à ton enfant, mais face à qui tu étais en tant qu'enfant, à comment t'as été éduquée, à comment tu vois l'avenir. Moi, ça m'a vraiment chamboulée, et j'ai voulu commencer une thérapie parce que je me suis dit que il y avait plein de casseroles que j'avais que je voulais pas transmettre à ma fille, parce que je pense que moi, si mes parents avaient fait une thérapie, ça aurait été plus simple à plein d'endroits. Peut-être que je ferais même pas de cinéma parce que j'aurais pas besoin d'être aimée comme ça. Tu vois. Okay. Et ouais, du coup, j'avais envie de faire ce travail-là parce que je voyais bien que il y a à plein d'endroits, je commençais à être malhonnête avec moi-même, tu vois. Je peux parler de troubles alimentaires, j'ai eu des troubles alimentaires, et là, je suis sur un chemin où c'est assez nouveau pour moi, où j'ai un coach, Giacomo, si tu passes par là, merci pour tout. Big up à toi. Où j'avais des mécanismes pas sain du tout, et je me suis rendu compte que ça prenait trop de place dans ma vie et que du coup j'avais envie de régler ça. Donc il y avait ça, il y avait justement ce rapport, un besoin de plaire chez moi, que j'ai un besoin de plaire qui est très profond, parce que on parle de ça en thérapie, quoi, d'avoir besoin d'être aimé, et j'ai toujours confondu l'envie d'être aimé et le besoin de plaire, tu vois. Et ça, je travaille là-dessus en ce moment. Et du coup, c'est très agréable de commencer une thérapie et de comprendre tous mes mécanismes et de me dire, ah, mais en fait, je suis comme ça, tu vois. Ouais, je vois, c'est un peu... J'imagine que ce processus, c'est pas arrivé en une fois, mais le fait de devenir maman, ça t'a confronté, t'as fait, ok, je dois absolument investiguer ça, parce que il faut pas que forcément régler la question, mais il faut être conscient de certaines choses. Mais j'ai envie d'être honnête avec moi-même pour pouvoir être honnête avec ma fille, tu vois. J'ai pas envie qu'un jour j'ai envie qu'elle me regarde et qu'elle soit fière. J'ai envie qu'elle se dise, qu'elle puisse, sans me mettre sur un piédestal, mais juste me dire, ah ouais, ma mère, c'est quelqu'un, tu vois. Oh, c'est adorable. Ma mère, c'est quelqu'un, ouais, c'est une grande actrice. Wow, mollo. Toi. Non, mais j'ai envie qu'elle puisse avoir tous les outils pour elle-même avoir confiance en elle, tu vois. Tu penses que ton jeu a changé? Ouais, ça a grave changé. Je vois la différence. Okay. J'ai passé des castings enceinte. Ouais. Là, il y a un film qui sortira fin de l'année où j'ai passé les castings. J'étais à 8 mois de grossesse, tu vois. Et j'ai débloqué un truc. Quand j'étais enceinte, j'étais vraiment plus proche de mes émotions, alors que je suis quelqu'un qui normalement fait très bien l'autruche. Et quand je jouais, je sentais que j'avais accès à des émotions, et ça me plaît énormément. Mais quand j'étais enceinte, j'étais avec les hormones, etc., vraiment très émotive. Et alors de jouer enceinte, là, c'était un délire. C'était un délire. Je ressentais tout, quoi, dans le corps. Et c'est quelque chose que j'ai encore que j'ai gardé. Et avant, j'étais incapable de pleurer. Depuis que j'ai ma fille, quand il y a une émotion, j'arrive à pleurer, quoi. Tu vois. Waouh. Ouais, c'est fou, hein.
Et tu penses que c'est en grande partie lié à la maternité, quoi. Ça t'a recentré, ça t'a pas recentré, mais je veux dire, ça t'a obligé à te connecter avec toi-même et... Ouais, bah ça m'a obligé à lâcher prise, chose que je savais pas faire avant. De me dire qu'en fait, j'ai pas le contrôle sur tout. Ça m'a obligé à aimer sans attendre quelque chose en retour. Et du coup, à m'aimer sans attendre quelque chose en retour aussi, tu vois. Non, c'est assez fou, hein. C'est un délire. Ah, c'est mon délire. C'est fou, ouais, non, c'est dingue. C'est vraiment dingue. Du coup, ça fait que, tu le disais bien, le fait de devenir maman, ça te reconnecte avec toi et ton enfant. C'est comment toi, t'as vécu un peu ta relation avec tes parents? T'es proche de tes parents ou... Ouais, je suis assez proche de mes parents. Mais comme beaucoup de personnes de ma génération, bah, je suis enfant de parents divorcés, qui s'est pas du tout bien passé, où tu sais, où les enfants sont vraiment retrouvés piégés entre des parents qui se respectent pas, tu vois. Et je sais que j'en ai beaucoup souffert, et ça, je suis en train de le comprendre là maintenant. Et voilà, je sais plus pourquoi je disais ça. Non, mais tu disais que ouais, t'es proche de tes parents, mais que bien que tu sois proche avec eux, le processus durant l'enfance, ouais, pour moi, ça a été là comme j'apprends à être maman, j'apprends à éduquer ma fille, je me rends compte, enfin, il y a plein de choses où je comprends mes parents, mais du coup, je leur en veux. Tu vois, je me dis, mais comment tu peux faire ça à ton enfant? Comment tu peux... Mais parce que eux-mêmes ont leur trauma, parce que eux-mêmes ont pas réglé des choses, et du coup, bah, inconsciemment, ça s'est répercuté sur moi, sur mes sœurs, sur mon frère, enfin, tu vois. Et ça, moi, j'ai pas envie de... Je vais d'office laisser des casseroles à ma fille, tu vois, obligée. Mais j'ai envie de pouvoir limiter la casse. Faire le moins pire. Ouais, le moins pire, tu vois. On fait tous, quand on est parents, on essaie tous de faire au mieux. Et je pense pas pouvoir dire que je vais faire mieux que mes parents, mais je vais faire de mon mieux. Et c'est ça qui m'importe. La nuance est très belle. Ben, ouais, je pense que c'est, tu vois, c'est quelque chose qui, moi, me parle aussi énormément. Je suis pas du tout encore papa, mais tu vois, Putain, c'est terrible. 3 derniers podcasts, on a parlé d'enfants. C'est une catastrophe. Je sais pas ce que... Il y a une balle, il y a un truc. What is happening, you know? I don't know. Il y a un truc. En vrai, rien n'arrive par hasard, hein, tu vois. Non, ouais. Ouais, c'est vrai. Rien n'arrive par hasard. Rien n'arrive par hasard. Mais bref, dans tout ça, je pense que, ouais, ça en dit long sur la manière dont ça te questionne par rapport à qui t'es. Et qu'est-ce que tu veux et surtout qu'est-ce que tu veux transmettre et léguer, mais même au-delà de qu'est-ce que tu veux pas, moi j'arrive pas à savoir ce que je veux, mais par contre je sais ce que je veux pas pour et ma finalement fille, ça t'indique sur ce que tu veux, quoi, tu vois. Ouais. Est-ce que tu as peur d'échouer? Ouais, j'ai une tolérance zéro à l'échec. Pas toi? Non. Ah ok, ton oui était venu du fond des cœurs. Mais c'est terrible. J'ai une tolérance zéro à l'échec. Mais tu veux dire que t'es perfectionniste à en mourir, ou genre justement tu te lances dans des trucs et tu dis... Non, je suis pas trop, enfin si, ça dépend. Si. En fait non, je crois que je suis très dure envers moi-même et je suis très critique, et pour moi l'échec c'est pas une possibilité, et je travaille là-dessus en thérapie aussi, parce que parmi toutes les pistes, en fait, c'est un des points. Mais c'est trop dur en fait d'être constamment jugeant envers soi-même, tu vois. Mais j'ai cru que tout le monde était comme ça, tu vois. Mais là, je suis en train de comprendre que tout le monde n'est pas comme ça, que c'est pas la normalité en fait. Mais la nuance dans ce que tu dis, c'est que tu sembles dire, je mets des mots dans ta bouche. Vas-y. Mais j'ai l'impression que tu sembles dire que ta peur d'échouer, c'est pas forcément lié à ok, tu veux faire le mieux, etc. Mais pas forcément perfectionniste, tu veux faire bien les choses. Et tu parlais tantôt de ton besoin de plaire, et tu te dis, mais peut-être que... Bah, par exemple, je te donne un exemple concret. Vas-y. Je te parlais de mécanisme. Je sais que des fois, dans le passé, je me suis déjà auto-sabotée parce que j'avais peur de rater. Ou saboter une relation parce que j'ai peur de l'abandon. Enfin, tu vois, c'est des trucs qui sont...
c'est des mécanismes que je capte maintenant, tu vois. Ok. Parce que tu dis... C'est hyper profond parce que c'est dans la peur d'échouer, de la peur de l'abandon. On auto-sabote parce qu'on se dit, mais de toute manière, ça va... Bah, je préfère ne pas... C'est pas très courageux, du coup, mais je préfère ne pas y aller plutôt que d'essayer, d'échouer et du coup d'avoir mal, tu vois. C'est ça. Ouais. Et en plus, c'est une manière de garder le contrôle. Je suis contrôle fric. Ouais, vraiment. Et j'apprends à... tu vois. Ouais, mais... Ouais. Je dirais que moi, c'est un peu... c'est plutôt... courage fillon. Dans le sens... Courage quoi? Courage fillon. Ah, ok. J'ai pas compris ça. T'avais compris quoi? Courage fion. J'étais là. Je comprends pas. Courage de merde, je ne capte pas. Ok. Au moins, tu veux bien répéter? C'est chelou ce que tu dis. Dans mon regard que j'étais pas certaine de... Courage fuyons. Ouais. Toi, t'es comme ça, tu dis? Ouais, courage fuyons dans le sens... c'est mon père qui disait ça à l'époque. Et il est psy, donc... ok. Psy de père en fils. Ça t'est venu de là ou pas du tout? La pomme ne tombe jamais très loin de l'arbre. C'est ça. Non, mais tu fais ça parce que t'as vu ton père le faire. Non, je pense pas. Les autres, mon entourage dira autrement. Mais pas que, je pense que c'est un peu oui, sans doute, tu vois. J'ai toujours été passionné, mais du comportement humain, tu vois, je pense. Comprendre les gens, me comprendre moi, en fait. Avant les gens, c'est se comprendre soi. Et puis faire preuve d'écoute. Alors je dis pas, j'ai plein d'amis qui devraient être très psy, tellement ils sont très à l'écoute, et des copains psy qui devraient pas faire ce métier. C'est tout à fait l'inverse, mais enfin bref, ouais. Je fais une tangente par rapport à courage fillon, dans le sens où c'est tu vois là où tu dis putain, moi ça m'est arrivé de saboter parce que justement t'as peur tellement que ça pourrait marcher, mais que à un moment donné t'as la conviction que ça va échouer. Alors tu sabotes pour garder le contrôle. Au moins, ce sera pas subi, ce sera choisi. Exactement. C'est souvent même sur des... tu sais, il y a des projets que j'ai très envie de faire et j'ai du mal à accepter que j'en ai vraiment envie. Ouais. Et du coup, je dis souvent... non, mais si je l'ai pas, c'est pas grave. Alors, et tu vois, comme ça, si je l'ai pas, je me dis, bah voilà, c'est pas grave. Alors qu'au fond de moi, j'ai mal parce que tu vois. Donc, c'est aussi de pas être honnête avec soi-même. Et c'est là que c'est vraiment le travail que j'essaie de faire, c'est de me dire, vas-y, sois honnête avec toi-même, tu vois. Accepte que t'as envie d'être vulnérable un peu, tu vois. Grave. Bah, c'est ça, c'est un peu, le point commun, tu vois. Et, je veux dire, la même chose avec toi. C'est là un peu l'aspect d'oser, tu vois, genre, dès que c'est dans mes relations, heureusement dans l'aspect professionnel je l'ai pas tellement, je pense que relationnel un peu plus. Je l'avais beaucoup quand j'étais plus jeune, grandissant, mais tu vois, où t'es là dès que c'est un peu des défis ou les challenges d'être accaparé, et alors je suis là, oh waouh, jamais, ciao. Ciao, ouais, je comprends, ouais. Et ben non, tu vois, parce que c'est plus simple de fuir, c'est plus simple, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est la facilité. C'est la facilité. Tout comme de saboter, c'est la facilité. C'est bien sûr. Encore là, je devais envoyer une tape pour un casting. Et je savais que j'avais pas énormément le temps et machin. Et je l'ai pas faite. Et j'ai juste rien envoyé, j'ai rien dit. Je cherche même pas d'excuses. Juste, je le fais pas. Parce que si je peux pas bien le faire, je veux pas le faire. Tu vois? Alors que c'est con, tu vois. J'aurais très bien pu le faire et voilà, tu vois. Mais je veux, mais il y a pas mal les derniers rendez-vous que j'ai passés là en casting, j'étais fatiguée, j'ai pas fait de propositions fortes. Et franchement, ça m'a déprimée, tu vois. De pas faire les choses à fond. Moi, j'aime bien quand j'ai besoin, et je crois que c'est pour ça que je fais ce taf là aussi, j'ai besoin de vivre des choses grandioses et j'ai besoin que ce soit passionnel, j'adore ça, aimer un truc, tu vois. Ouais. Ça te fait vivre un peu de tout ressentir et d'être un peu dans... mais c'est fatigant. Ouais. Donc là, j'apprends à me poser un peu. Tu sais, je me suis toujours dit, parce que... Enfin, je me suis toujours dit, c'est fou combien mes amis un peu comédiens et acteurs, actrices, ça me fascine leur gestion des émotions. Parce que c'est tellement... Enfin, tu vois, c'est les yo-yo émotionnels par lesquels tu passes dans le processus d'être
comédien, même pour un film, pour un projet, tu vois, ou pour une pièce, tu vois, est tellement grand. Et je pense qu'avec le temps, on le maîtrise de plus en plus et c'est moins mal vécu, tu vois. Mais c'est quand même tellement lourd et je me dis, mais il faut vraiment aimer ce processus pour pouvoir accepter le vivre, quoi. Exactement. Enfin, moi, c'est ma drogue et en même temps, j'adore ça. Et avec le temps, je me construis ma base solide, ce qui fait que c'est pas toute ma vie, tu vois. J'aime jouer, j'adore ça, mais ça me rend profondément heureuse. Mais comme il y a d'autres choses qui me rendent profondément heureuse, quand j'ai des petits downs niveau boulot, il y a un équilibre qui se fait parce que dans ma vie, c'est enfin, j'essaie que ce soit solide. Après, là, tu vois, j'ai commencé la thérapie, ça me paraît un peu bancal tout, mais mais tu vois, pour moi, ma base, il faut qu'elle soit solide. Et ça passe par pour moi, ça passe par la famille, ça passe par les amis qui sont ma famille, ça passe par ma fille, ça passe par trouver des passions propres à moi, de me dire que en fait le cinéma c'est bien, mais c'est pas toute ma vie, tu vois. Ouais. Parce que pendant un moment je mettais tout là-dessus et du coup quand ça va bien, ça va super bien, mais quand il y a une période de creux, j'étais trop mal et du coup je gérais ça de manière pas saine, tu vois, en sortant, en faisant beaucoup la fête, tu vois, et c'était pas très sain, quoi. Là, ces dernières années, le Covid m'a fait trop de bien, en fait. Enfin, c'est horrible ce qui s'est passé, c'était choquant et tout ça pour tout le monde, mais moi, le fait que tout soit en pause et de m'obliger à rester chez moi et à me centrer sur moi-même, ça m'a fait trop du bien. Et parce que je suis hyper privilégiée, parce que j'avais des aides, actrices, tout ça, et que j'avais travaillé, donc j'avais des sous de côté, j'ai pu vraiment en jouir, en fait, de cette période-là. De cette pause imposée, quoi. Ouais, exactement. Pour que ça puisse pas être forcément un sujet de ça m'a obligée à me poser, quoi. Ouais. J'étais vraiment dans un tourbillon juste avant, du coup, là, ça m'a vraiment obligée à me poser. C'est quand la dernière fois que t'as chialé? Hier. Tu peux me dire pourquoi ou pas? Ouais, parce que j'avais justement cette impression de... comme je suis en train de tout déconstruire... Alors c'était tout à l'heure, j'avoue. Non, mais je t'ai dit j'ai comme raté maintenant, une sortie, juste avant d'arriver ici, je suis coincée. Ouais, je pleure maintenant et c'est un truc qui me fait juste du bien. Ouais, hier j'ai pleuré parce que j'ai cette impression un peu d'être en chute libre et de plus savoir me raccrocher au truc que j'avais construit, parce que j'ai conscience de plein de mécanismes et en fait dans ma thérapie m'ouvre plein de portes et je vois tout ce que j'ai fait pour et du coup hier j'étais là un peu waouh, là c'est beaucoup d'informations pour moi, il y a beaucoup de changements dans ma vie, j'ai peur en fait. C'est marrant. Mais après ça va, hein. Enfin, tu vois, je vais bien, tu vois, mais après je vais bien. Non mais on peut aller bien et en fait pleurer. Mais c'est ça que j'allais dire, c'est pas des larmes de gouffre de désespoir, c'est davantage de réalisation et de faire oh waouh, c'est là, je suis un peu overwhelmed, tu vois, mais ça va, je me sens tellement privilégiée de, tu vois, je disais que tout le monde pourrait, devrait faire une thérapie, mais putain c'est cher. C'est un vrai budget et en sortant de ma thérapie l'autre jour, je me suis dit mais t'imagines le luxe que t'as de pouvoir aller devant quelqu'un et juste parler de ta vie et t'as la place dans ta vie pour faire ça. Genre je me sentais mais tellement reconnaissante, quoi. Je me rends compte que je suis vraiment privilégiée, quoi. C'est une belle réflexion, hein. Je pense que c'est vrai que de tout type de soins, tu vois, c'est vrai que c'est sans doute le soin où on se dit on attache le plus. C'est vrai qu'il y a un aspect financier qui est assez important. Bah ouais, moi il y a 4-5 ans, je sentais que j'avais besoin d'aller chez mon ancienne psy et en fait je pouvais pas parce que j'avais pas le budget, tu vois. Et c'est hyper frustrant. Ouais. Donc c'est pour ça que là je me suis dit putain, j'ai trop de chance de pouvoir le faire là maintenant, tu vois. Et je pense que c'est le psy en moi qui parle, hein, mais c'est aussi il y a deux choses, il y a le moment. Tu vois, ça joue beaucoup avec l'espace, le moment où tu te sens à peu près et où tu sens que le processus, les vannes, ok, tu commences à vouloir toquer, tu vois.
je pense que I think I need it, you know. Ouais. Et puis ça peut coupler à ça, c'est vrai que l'accessibilité est un grand pan. Mais pour peut-être ceux qui nous écoutent, il existe tellement de manières de pouvoir en bénéficier de soins psychologiques à des tarifs relativement abordables, parfois même gratuits, dépendamment des services d'aide aux jeunes, aux familles, etc. Voilà, c'est simplement un petit... Parce que c'est mon métier. Ouais, mais tu fais bien, hein, tu fais bien. Comme ça, pour dire que c'est pas obligé d'être super cher. Et donc, faites vos investigations. Mais je pense que tu vois la question encore plus large que je poserais par rapport à ça. On fait une digression, ok? On part, hein, mais... Vas-y. Mais c'est aussi... c'est tellement un pan... C'est associé souvent à un pan d'une population d'aller faire une thérapie. Et il y en a de moins en moins, tu vois, cette fameuse étiquette qu'on colle pour, tu vois, c'est de plus en plus banalisé de dire, oh, ouais, j'étais chez psy. Ouais, c'est clair. Mais ça reste encore étiqueté, tu vois. C'est vrai. Et dépendamment des milieux, sans doute les milieux encore plus modestes, je le vois parce que c'est une partie de mon travail et ça reste encore un petit peu genre, ah, tu vas chez le psy, qu'est-ce que tu racontes? T'es fragile ou quoi? Là, j'ai eu mon père au téléphone en sortant de chez la psy. Et je lui dis, ah ouais, j'étais chez la psy. Et il m'a dit, mais pourquoi tu vas voir une psy? Et pour lui, il comprend pas pourquoi on va voir. Enfin, je crois. Sinon, pourquoi il m'aurait posé la question? De ouf. Il y a plein de gens qui comprennent pas pourquoi. Est-ce que, je passe du coq à l'âne, Salomé, mais... Est-ce qu'il y a eu des moments dans ta jeune carrière où tu t'es dit putain, j'arrête tout? Ouais. Putain, j'arrête tout. C'est marrant, dis-moi la question. Ouais, c'est marrant. Tu vois, non, mais il y a plein de moments où je doute, tu vois. Mais c'est hyper ça en fait. Il y a plein de moments où je doute et je me dis ok, j'arrête. Et pendant 15 minutes, j'ai pris la décision d'arrêter et je me rends compte que je suis super malheureuse, tu vois. De me dire, mais en fait... Donc ouais, il y a plein de moments où j'essaie de me faire des électrochocs en me disant, ok, j'arrête. Mais au final, non. Je le ferai jamais, je sais que je le ferai jamais. Ouais, c'est un peu... Je le dis des fois aux gens. C'est vrai? Je crois que mon rêve, ce serait d'ouvrir un resto ou un petit boui-boui, mais je le pense pas. C'est juste que comme ça... Non mais tu vois, c'est un mécanisme à la con. C'est comme ça, si je me plante, j'ai un plan B. Mais la vérité, c'est que je veux pas de plan B. Parce que ce sera le plan A, tu vois. Ouais, je vois. Tu vois? Je vois de ouf. Toi aussi, c'est ça? Ouais, un peu le côté... tu vois... ouais, s'assurer à chaque fois d'avoir un plan B, tu vois, par réconfort. Et c'est ton coussin de sécurité, quoi. Mais je trouve que du coup, je me trompe peut-être, mais en tout cas pour moi, si j'ai un plan B sérieux, je vois pas la nécessité de faire mon plan A. Exactement. Donc j'ai vraiment besoin de... pas avoir de plan B pour tout donner pour le plan A. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai toujours fonctionné, tu vois. De ouf. C'est marrant parce que je pense que à différents moments de la vie, tu vois, ça se positionne, tu vois, l'angle est un peu différent, je sais pas comment l'exprimer, mais tu vois, moi je sais que j'ai envie de faire tellement de choses et ça c'est mon talon d'Achille, tu vois, vraiment genre toucher à plein de trucs et parfois, je suis là, genre, oh my god, genre, est-ce que je vais... Mais tu veux faire plein de trucs et t'arrives à faire plein de trucs ou alors c'est genre... Alors, j'arrive à toucher à tout. Et ça te frustre pas de pas pouvoir aller dans un truc en profondeur un max? C'est ça, la grande question, tu vois, j'y vois et quand j'en parle à mon entourage, tu vois, ils ont la lucidité un peu de me rassurer que même si je le fais, je suis un peu touche à tout, les choses auxquelles je touche en général, je le fais bien. Tu vois. Je me donne à fond, même dans le court temps, je peux le faire. Mais il y a toujours un goût de pas assez, tu vois. Mais ça a été ma philosophie. C'est aussi genre, je préfère partir sur un goût de pas assez qu'un goût de trop plein, tu vois. Mais parfois, je me pose la question, genre, est-ce qu'au bain, tu fais pas trop et un peu de tout? Et même si tu le fais bien, à un moment donné, tu vas devoir choisir, tu vois. Horrible. Faire des choix. Et choisir, c'est renoncer, ok? C'est vrai, je suis trop d'accord avec ça, moi. Choisir, c'est renoncer. Choisir, c'est renoncer, tu vois. Mais à un moment donné, je pense que quand j'en parlais avec mon daron et j'étais genre... Je marchais pour rentrer à la maison et... Est-ce que quand tu parles avec ton daron, c'est genre...
des deux psys, quoi, tu vois. Vous êtes tous les deux en analyse de l'autre a dit ça, donc tu vois. En tout cas, t'es pas la première à me poser la question. Je pense qu'il y a une part de... On a la même curiosité. Pas l'analyse, mais la curiosité de genre, attends, mais qu'est-ce qui te creuse un peu? C'est intéressant ce que tu dis, tu vois. Et quand on est un peu en questionnement et que, tu vois, on cède, c'est un peu une relation, c'est pas à sens unique, quoi, c'est un peu bidirectionnel, mais le côté, attends, mais dis-moi en plus, quoi. Quoi, tu dis que... Et bref, on discutait de ça et genre, je disais, et il me répondait, mais tu sais, là, peut-être, t'es à ça. C'est ça l'étape de ta vie maintenant. Tu vois, genre, investis, touche à tout, tu vois. Et après, tu verras, ça finira. On veut, c'est ça la vingtaine, je me dis, tu vois. On veut tout faire et en même temps, tu vois, prendre soin de nos proches, de notre partenaire, de notre enfant, et en même temps avoir tu vois, le champ des possibles par rapport Mais tu crois parce qu'on a peur de regretter ou alors... Alors c'est là l'astuce et le truc, c'est peut-être... Enfin, le nœud du problème, hein, c'est... Est-ce que si tu le fais par la peur du regret, est-ce juste, tu vois? Je pense que l'espace de le faire, c'est par le goût et la curiosité, la passion. Parfois, la ligne est fine entre les deux. Hein. Je pense que pourvu que tu le fasses par passion et que ça n'entraîne pas que tu fasses des trop grands sacrifices sur d'autres points, tu vois. Moi, je me suis dit, je sais que j'aurais toujours envie d'avoir ce cercle d'amis, tu vois. Tu vois, ses potes. Et prendre soin de ma meuf aussi et de continuer à partager avec et ma famille aussi, tu vois, mes frères, ma mère, mon père. Et je sais que je troquerai, ce sera sur l'échelle des priorités, ce sera sans doute mon premier point. Bah, c'est vrai que j'ai aussi envie de tout faire, tu vois, tous les projets, j'ai envie de tout faire, mais maintenant que j'ai un enfant, bah, y a des choix à faire. Et j'ai du mal à faire des choix. J'ai cette peur de passer à côté de quelque chose. Mais j'y travaille aussi, tu vois, de me dire quelle est ma priorité. La grande question en ce moment qui régit un peu ma vie, c'est est-ce que je le fais pour les bonnes raisons. Et ça, c'est un peu mon leitmotiv en ce moment. Est-ce que tu le fais pour les bonnes raisons? Est-ce que tu le dis pour la bonne raison? Ouais. Et c'est quoi tes bonnes raisons à toi? Ben, moi, la bonne raison, c'est il faut que ce soit... ça dépend des choses, mais par exemple, je vais prendre un exemple de mon métier. Est-ce que tu acceptes de faire ce projet parce que t'en as vraiment envie ou parce que t'as peur de plus travailler, t'as peur de pas avoir d'autres projets? Est-ce que... ouais, c'est surtout ça. Il faut le faire pour les bonnes raisons. Après, toi, forcément, il y a l'aspect financier, tu vois. J'ai besoin de travailler, j'ai besoin d'argent, etc. Mais je veux pas faire je préfère avoir pas trop d'argent, enfin, tourner peu, avoir pas trop d'argent, mais faire des films parce que j'y crois et qui me correspondent, plutôt que de faire. Parce que franchement, je te jure que si tu veux faire, tu peux faire. Hein. Tu peux faire des trucs et tu peux vite avoir beaucoup d'argent, tu vois. Et c'est pas ma ligne conductrice. Ouais. Est-ce que t'as peur Imagine tu perces. Ouais. Mais genre, perce. Ouais. Ah, t'as déjà un peu percé, mais genre, perce. Ouais. T'as peur que ça te change ou pas? Je sais pas. Franchement, j'arrive pas à me projeter là-dedans parce que je travaille pas pour arriver là, tu vois, donc je sais pas. Mais après, j'ai une base tellement solide, tu vois, ma famille, mes amis, que je suis persuadée que si un jour je change et que l'argent me change, par exemple, ben, ils seront là pour me dire « Eh oh, redescends », tu vois. Ouais. Donc j'ai pas peur parce que je sais que je suis bien entourée, tu vois. Tu penses que qu'est-ce qui aide dans ça, justement, genre, tu vois? De rester humble et... Ouais, ben je pense que en tout cas, moi, ce qui m'aide, c'est de manger encore des noms, tu vois. De me faire rejeter encore de temps en temps, tu vois. Comme je travaille pas, enfin, j'enchaîne pas tout le temps, ben un plateau, pour moi, c'est pas encore la normalité, tu vois. Ouais. Donc, quand je suis là, je suis trop contente d'être là. Je suis trop contente de travailler.
Et aussi d'avoir conscience que quand tu fais ce métier-là, t'as beaucoup de gens qui sont là pour te flatter et que c'est pas toujours pour les bonnes raisons. Et que du coup, tu te réfères à ta base, tu vois. Parce qu'il y a plein de gens qui vont te dire ce que tu fais, c'est super, alors que dans le fond, tu sais que c'est pas ouf. Et c'est vrai, moi j'ai déjà fait des trucs, c'est pas ouf, tu vois. Ouais. Et c'est ok de se dire, en fait, tu peux pas toujours faire des trucs de ouf. Faire des trucs de ouf, tu vois. Ou c'est peut-être dans le process d'être quelque chose de ouf, tu vois. Mais... Ouais, mais c'est. Ouais. Mais c'était pas ouf. Mais c'est pas ouf, tu vois. C'était pas ouf. On arrive déjà un petit peu à la fin. Salomé. Ça passe vite, hein. Ça passe terriblement vite. Les projets du futur, où est-ce qu'on peut te revoir? Là, j'ai fin de l'année, j'ai pas les dates encore exactes, mais j'ai 2 courts-métrages qui vont sortir. Il y a Pavane de Pauline Guess, et ce sera sur Arte, je crois. Il y a L'expérience de Aurélien Payou. J'adore ce court-métrage. Enfin, l'autre aussi, j'adore. Hein. Ouais. Mais je l'adore parce que c'est l'histoire d'une nana qui vient de se faire larguer et qui tombe dans une dépression, qui arrive pas à en ressortir, et elle a une meilleure pote qui travaille sur une machine qui envoie des ondes au cerveau qui te permettent de revivre un événement pour pouvoir... je le trouve complètement dingue, complètement barjo. Wow. Donc j'ai trop hâte de le voir. J'ai un long métrage qui s'appelle Sous le vent des marquises, donc je suis hyper fière. Okay. Que j'ai vu d'ailleurs, je l'ai vu hier, en petit comité avec juste le réa et l'autre comédien. Et j'en suis tellement fière, on a vraiment fait un beau travail. Donc là, il sort fin de l'année. J'ai une série aussi qui s'appelle... je joue dans une série qui s'appelle Irrésistible, qui sera sur Disney+. Donc je suis hyper fière aussi, c'est une comédie. Et c'est pas ma zone de confort du tout. Et pourtant, j'ai adoré faire ça. Ouais. Et le long, la série, les 2 courts. Voilà pour le moment. Rien que ça, que vous pouvez admirer pour revoir Salomé. Et... qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, tu vois? De continuer à me trouver et de trouver l'équilibre dans tout ce bordel qu'est la vie. Et dernière question. Vas-y. L'émission, elle s'appelle À ceux qui osent. C'est quoi ton rapport avec le fait d'oser? Le courage, c'est une des qualités que je préfère chez les gens. Je me rends compte que je m'entoure de gens qui sont très courageux. Quand j'aime quelqu'un, c'est souvent parce qu'il est courageux. Et c'est une qualité que j'admire. Moi, je suis pas tout le temps courageuse, mais je sais que c'est quelque chose de... J'aime quand je suis courageuse, tu vois. C'est... Ouais. Voilà. Donc, t'essayes au plus possible de faire preuve de courage, quoi, et d'oser, quoi. Et après, parfois, j'accepte de pas pouvoir être courageuse tout le temps, et ça fait du bien, des fois, de se dire « Oh, mais en fait, je suis pas courageuse... Et c'est ok, tu vois. C'est ok, ça, c'est mes meilleures potes, elles vont rire quand elles vont entendre ça. Je dis tout le temps, mais c'est ok. Ouais. C'est ok, tout est ok maintenant, tu vois. Ça va mal, mais c'est ok. C'est ok, tu vois. Purée, moi aussi, je dis ça tout le temps. Ouais, c'est ok. Juste, et c'est ok. Et c'est ok, en fait. Okay. Voilà. Et c'est ok. Ouais, c'est vrai. Et c'est Merci. Ok. Salomé. Ben merci à toi, j'ai pris énormément de plaisir de blablater avec toi. C'était trop cool. Ça aurait pu durer encore longtemps, je pense. Mais on peut aller reboire un café sans calme et papoter, hein. Yes. C'est dans la boîte. Trop bien. Merci à toi et puis on se retrouve la prochaine fois. Avec plaisir. C'est une fin de tournage, mesdames et messieurs. Merci. Applaudir. Pareil. J'ai oublié de dire les refs de nous retrouver pour les prochaines fois, mais c'est pas grave. Tu peux pas je peux te dire quand même. J'avais oublié que c'était mon émission, que je pouvais le dire moi-même, c'est vrai. Vas-y, dis-le. J'ai applaudi et tout. Si vous en avez pas eu assez avec les ceux qui osent, eh bien, je vous invite à aller checker les à peu près sérieux sur la chaîne YouTube Aubin et Zaguera, sur le Spotify, sur la page Instagram. Allez checker, allez poser votre like, votre abonnement. Là, faites pause, hein. Et puis allez cliquer en bas dans abonner, s'abonner, activer la cloche, tout ça, pour avoir toutes les infos. Et puis voilà, on peut refaire un vrai. C'est une fin de tournage. Merci. Oh, j'ai fait de la merde sur la parole, j'étais fatigué.